On doit marcher dans les pas de nos ancêtres et cesser de marcher dans les pas des ancêtres des autres, parce que là, on nourrit un système qui nous appauvrit, nous, individuellement et en tant que peuple. Ok, donc là, je suis direction Sorna, qui est la fondatrice, cofondatrice, puisqu'elles sont deux, de Kaolack Création. J'ai fait pas mal de stories en montrant un peu leurs produits et Sorna m'a beaucoup aidé à travers ce projet Ancestralia avec plein de conseils pour le Ghana et tout. Donc je voulais partager ça avec vous et vous inviter en fait directement pour rencontrer Sorna. Et je pense que c'est important de parler des personnes qui œuvrent vraiment pour le continent dans notre paradigme et j'ai envie de dire aligné avec nos valeurs. C'est parti, let's go! Mais c'est sur quel sujet? Ça me va. Alors Kaolack, ça a commencé il y a 5 ans maintenant. C'est 2 personnes, parce que derrière une entreprise, il y a toujours des gens. Et une passion, au moins, pour que ça soit pérenne. Il faut un peu plus que l'envie de gagner de l'argent. Donc il y a une passion commune entre moi, Sorna et Fatimata, qui a créé aussi l'annuaire des couturiers africains, qui est en fait un outil en ligne qui répertorie les couturiers, les marchands de tissus, mais worldwide, vraiment worldwide, en Afrique et hors d'Afrique. Donc on a des gens en Martinique, en Guadeloupe, au Sénégal, à New York, à Paris. Leur point commun, c'est d'être des tailleurs et couturiers africains. Et j'étais assez fascinée par cette initiative. On travaillait déjà ensemble parce qu'on a monté ensemble et avec d'autres gens une association qui s'appelait, je dis qui s'appelait parce qu'elle n'a jamais vraiment vécu, Mat Ghani, donc Mat qui signifie la mat, et Ghani, la vision. Donc on voulait faire quelque chose dans la vision de la mat. C'était en quelle année ça? C'était en 2016, 2015-2016. Ah, d'accord. Et on était tout un groupe de personnes et je crois qu'on a été l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a réuni des gens autour de cette volonté de nous organiser tout en ne nous assurant pas que tous ces gens étaient dans le bon paradigme. C'est une question de paradigme. Ça veut dire comprendre ou pas comment le monde fonctionne, mais en tout cas savoir dans quel camp on est. Et pour nous, faire le triste constat qu'on n'est pas dans le bon camp en termes de pouvoir et qu'on est dans le bon camp en termes de valeurs humaines. Donc c'est rassurant quand on est noir et qu'on est ancré à l'Afrique d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire connaître son ancestralité et savoir qu'à un moment ou à un autre, il faut s'impliquer dans cette histoire de l'Afrique parce qu'on vient tous de là. Nos ancêtres, on doit marcher dans les pas de nos ancêtres et cesser de marcher dans les pas des ancêtres des autres, parce que là, on nourrit un système qui nous appauvrit, nous, individuellement et en tant que peuple. Donc, on était avec des gens qui pouvaient être déjà dans les religions, ça c'est très important, qui avaient pour objectif de s'enrichir individuellement, en s'appuyant sur une communauté au simple prétexte qu'ils sont noirs. Mais noir, ça ne veut rien dire. Non, je l'ai vu avec le temps. Un parcours d'éveil, c'est personnel et individuel. Ça peut prendre des années. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même... J'ai un oncle qui, au moment où on naissait, dans les années 70, créait déjà une maison d'édition à Dakar qui s'appelait Muntu.
Donc c'est marquant puisque Muntu déjà c'est pas un mot sénégalais, c'est un mot congolais qui veut dire l'être humain. Et mon oncle au Sénégal créait les éditions Muntu, ce qui veut dire qu'il avait quand même une vision panafricaine et une connaissance. Donc moi je viens d'un terreau favorable à cet éveil. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de mérite, mais ce paradigme, c'est difficile à expliquer en 2 mots et à définir. Mais en gros, comme tu dis, afro, moi je suis pas afro, hein. Je ne suis pas afro, je ne vois pas les miens comme des afro. Pour moi, afro, quelque part, même africain quelque part, ça veut dire dénaturé. Être africain, c'est pas une couleur de peau, ça se limite pas à ça, bien sûr. Il faut une ancestralité africaine, donc forcément, ça se voit. Mais ça ne se limite pas à ça. On n'a pas besoin des afros, on a besoin des gens qui sont ancrés à l'Afrique, qui ont compris que sans cet ancrage, on ne fera rien. Ici, on n'est pas chez nous. Ce ne sont pas nos pays, ce ne sont pas nos territoires, y compris, à mon sens, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane, qui sont des territoires qui ont été conquis par la France. On connaît l'histoire, on sait comment les gens ont été kidnappés, esclavagisés, et ils sont restés là. Parce que quand je parle de gens, je parle des ancêtres. Pour moi, on est la continuité de nos ancêtres. Donc, c'est comme si on était nos ancêtres, et donc c'est pas notre terre ancestrale. Et ça, c'est très important, ce qui veut pas dire que tout le monde doit ou va rentrer en Afrique. Mais il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui déjà travaillent à libérer l'Afrique d'elle-même déjà, et qui fassent du business, si on parle d'afro-entrepreneuriat, avec l'Afrique, un business qui enrichisse l'Afrique et qui enrichisse tous les gens qui travaillent avec l'Afrique. Et ces gens-là, ça doit être les gens qui sont en diaspora, avant tout. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs ? C'est ce qu'ils faisaient déjà. C'est des gens qui sont organisés depuis très longtemps. Moi, j'ai pas de tabou du tout vis-à-vis d'eux. J'ai quelque part une admiration parce que ils ont, voilà, ils ont créé un communautarisme énorme depuis très longtemps, alors qu'ils sont très peu nombreux. Donc, ils ont su. Qu'est-ce qui fait l'organisation d'une communauté? C'est pas le nombre du tout. D'ailleurs, ils nous le prouvent. C'est la mobilisation. C'est la conscience de son histoire, d'où on vient, et la volonté qui va faire poser des actes, se mobiliser, faire des choix en permanence tout au long de sa vie et à toutes les étapes de sa vie, transmettre quelque chose aux enfants, transmettre une culture, une conscience de caste, je dirais, ou de communauté. Alors eux, ils sont réunis autour de la religion. Nous, on a bien plus que ça en commun, si tant est qu'on accepte de sortir des choses des autres pour se réancrer à nos propres choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle la force concentrique. La force concentrique, c'est quand quelqu'un pose des actes et dirige, tout n'est qu'énergie dans la vie. Donc, tu vas diriger ton énergie à atteindre un objectif. Donc tu vas poser des actes, tu vas faire des choses, tu vas mettre de l'énergie. Dès lors qu'il y a une deuxième personne qui vient et qui dirige son énergie dans la même direction, en sachant que ça va être une énergie différente, parce que les énergies, c'est quelque chose d'individuel, ça va créer une force qui va non pas doubler ou tripler selon qu'il y a 2-3 personnes, mais qui va se multiplier à chaque fois. C'est ça l'énergie concentrique. Et c'est pour ça que les gens mobilisés avancent très vite avec beaucoup de puissance. Parce que ça se démultiplie, ça s'enrichit à chaque fois. Et quand les gens ne sont pas dans cette même recherche, il n'y a rien qui se passe. Donc il y a 2 ou 3 qui vont être dans la même énergie et dans le même but, qui vont avancer. Et ils vont traîner tous les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc avec mon associé actuel, on a fait tout. On a créé des commissions, on a fait les statuts de l'association, on a écrit le règlement intérieur, on demandait aux gens de s'impliquer, etc. Et on a fait les choses de telle façon
qu'on ne puisse pas nous taxer de communautarisme. Il faut être malin, il ne faut pas tomber dans les pièges. Le plus simple, c'est de ne pas en parler déjà. Déjà, on ouvre notre bouche un peu trop. Il faut qu'on s'allie avec des gens qu'on connaît et qu'on soit, encore une fois, dans le même paradigme. Et là, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, ce que je vais dire, mais c'est pourtant une réalité et je n'ai personne à convaincre. C'est que quand on est noir, ou quand on a des ancêtres de Kama, je vais dire ça comme ça, parce que même les termes qu'on emploie ne sont pas les bons termes. Donc on parle de Kama, on parle de Kémit, de Kemet. Aux États-Unis, ils disent Kemet, mais bon, ça vient de la même racine, parce que ça vient d'une racine égyptienne, enfin ce qu'on appelle égyptiens, qui sont nos ancêtres, tout simplement. Hein. Enfin, nos ancêtres, il n'y avait pas que... Ça part de bien avant l'Égypte glorieuse qu'on a connue, enfin qu'on connaît aujourd'hui, qu'on nous laisse bien entrevoir, mais il y a une écriture, les Médounétaires. Donc dans les Médounétaires, c'est souvent des consonnes, donc il n'y a pas forcément les voyelles, et on peut interpréter comme Kama, Kemet, etc. Ouais. Voilà. Donc bon, peu importe comment on nous appelle, je suis sûre qu'un jour, quand nous serons tous éveillés, on trouvera un nom consensuel qui nous rassemblera, aussi bien l'Afrique actuelle que les Africains hors d'Afrique. Donc je m'égare un peu, mais la question initiale c'était oui, les gens qui n'étaient pas dans la même énergie. Donc voilà, on était avec des gens qui étaient en majorité là pour s'enrichir, individuellement. Pas pour nourrir une communauté. Pour s'enrichir grâce à une communauté, il faut déjà qu'elle existe. Donc il faut la faire vivre. Il faut la créer. Et pour la créer, il faut des règles. Et les règles de base, si on veut s'en sortir. On ne peut pas être dans les religions des autres. On a notre propre spiritualité. Alors notre point faible, c'est que rien n'est écrit, rien à part la maths, les 42 lois de la maths, mais il n'y a pas de dogme, parce que c'est la spiritualité de l'humanité initiale. Il n'y avait pas besoin d'imposer des choses aux autres, si ce n'est des règles pour que les sociétés soient équilibrées et justes, en harmonie avec la nature. L'Afrique, les Africains ont porté l'humanité, avant même que les autres races n'arrivent, en préservant l'environnement, grâce à ces règles de la maths, où on ne prélève que ce dont on a besoin, où on respecte la nature, les arbres, les êtres vivants, les animaux, les plantes, on se respecte entre nous, on ne fait pas de la surexploitation comme le fait depuis plus de 2000 ans l'ultracapitalisme. Seuls les gens qui manquent ont besoin de thésauriser. Nous, on n'a jamais manqué de rien. C'est pour ça qu'on n'a jamais développé d'armée pour se protéger, parce qu'on n'a jamais manqué. Il y avait des conflits, hein, c'était pas le paradis. Il y avait des conflits à l'époque, pour des territoires, pour des... Bon, bref. Mais il n'y a jamais eu cette violence, cette inhumanité. Il y a les gens qui ont imposé, qui ont commencé l'esclavage, qu'il soit arabo-musulman ou occidental, c'est des gens qui étaient en manque de nourriture, manque de ressources, manque de terre. Mais nous, en Afrique, on n'a jamais eu ce problème-là. Donc, on n'a pas développé ça. C'est tout notre tort. Et donc, il faut déjà comprendre ça, connaître et comprendre cette histoire-là, notre histoire, et donc connaître les autres. Il y a des livres qui aident à comprendre et à savoir. Et il faut décider de sortir d'un système, d'un paradigme, pour entrer dans un autre système. L'éveil n'est pas complet. Exactement. Et puis il faut beaucoup de courage. Hein. Il faut beaucoup de courage pour renoncer à un système et son confort. C'est vrai que
Quand on vit en Europe, par exemple, on va dire en France en particulier, puisque c'est là où on est actuellement, on a toujours un minimum de confort, même si on se plaint qu'on ne gagne pas assez d'argent, etc. Il y a quand même un minimum, qui n'existe pas en Afrique d'ailleurs, et dans beaucoup de parties du monde. Sécurité sociale, un minimum pour manger, se loger, etc. etc. Donc c'est difficile de renoncer à cette sécurité, et ça c'est dans la nature de l'être humain, pour se lancer dans un autre système où il n'y a aucune sécurité. Enfin, rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Donc c'est une démarche personnelle. Beaucoup de gens en ont conscience, mais ils sont dans ce qu'on appelle le déni. Donc c'est trop incroyable pour qu'ils puissent l'admettre vraiment. Donc ils le savent quelque part dans un coin de leur tête. Mais ils savent, c'est comme un rendez-vous qu'on repousse toujours. Un rendez-vous avec soi-même qu'on repousse parce qu'on sait que ça va être terrible. Enfin, on se fait une image de ça qui est terrible. On a peur de l'inconnu et on ne veut pas savoir. Mais ça s'appelle l'aliénation. Et je précise que l'aliénation n'est pas propre aux Noirs. On associe toujours l'aliénation aux Noirs, mais pas du tout. Les Blancs sont plus aliénés que les Noirs. Ils sont beaucoup plus aliénés. Parce que nous, on a au moins un semblant de réalité afrocentrée, même quand on n'est pas très afrocentré, et eurocentré. On a un peu une vision des deux mondes et on sait bien qu'on a des problèmes. Mais les Blancs, ils ne savent pas du tout. Et on le voit aujourd'hui avec la crise, la pandémie, hein, cette crise sanitaire totalement montée, où les gens, la majorité des gens, on va parler de la France, en France, ont beaucoup de mal à se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'ils ont ils ont donné le pouvoir à leurs élites. Et leurs élites en ont fait un très mauvais usage. Elles s'en sont servies pour avancer, se préparer et les dominer. Et là, on est en train de voir avec que les Blancs sont en fait les gens les plus conscients par rapport à la vaccination, à ce qui se passe réellement, c'est les Noirs. Étonnamment, on pourrait s'attendre, alors ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont pour ou contre, mais étonnamment, on aurait pu s'attendre à ce que on plonge dans le truc. Ben oui, mais parmi les conscients, il y a beaucoup de Noirs. Mais voilà, on le voit en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique. Alors les Africains ne veulent pas entendre parler de vaccination dans leur grande majorité, mais parce qu'on nous l'a déjà faite, quoi. On est un petit peu échaudé à la propagande. Des campagnes de vaccination. Voilà. Quelque chose, etc., quoi. Donc finalement, on est peut-être moins aliénés. On est juste les dominés. Parce que l'Afrique est exploitée, surexploitée. On sait que tout ce qui est énergie, ressources, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais bauxite, or, la France, j'ai jamais entendu qu'il y avait des mines d'or en France. Voilà, donc il n'y a pas d'uranium. L'uranium est pris au Niger. Ni de cobalt, ni de café, ni de cacao, etc. Donc ça, si la France est riche et les pays d'où viennent ces ressources sont pauvres, c'est bien qu'il y a domination. Et si quelqu'un devait exploiter ces ressources en arrêtant de les brader pour que les peuples s'enrichissent, c'est bien les Africains hors d'Afrique. Nous sommes, enfin, moi je me compte comme en Afrique parce que je suis déjà à moitié rentrée, mais c'est nous qui devrions tenir les rênes de cette économie-là, de la commercialisation de nos ressources, et non pas des pays qui n'ont rien à voir avec nous.
Alors oui, créer de l'emploi, ça c'est évident, il faut créer de l'emploi. Mais le modèle économique ultra-capitaliste, ça ne fonctionne pas. On est au bout là. On assiste à une page de l'histoire qui est extraordinaire quand on prend du recul, c'est qu'on est en train d'assister à la chute du système capitaliste. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Ce n'est pas l'intérêt du plus grand nombre. C'est l'intérêt d'une élite. Et cette élite est en train de nous montrer, grâce à cette crise mondiale qu'ils ont créée, et de laquelle on a été prévenu. Ah, mais ça fait très longtemps que leurs missionnaires, leurs voix, leurs porte-voix nous le disent. Pas rentrer trop dans la politique française, parce que ça me concerne assez peu finalement. Mais voilà, leurs plans sont clairs. On est devenu paresseux. Actuel qui a été réalisé par l'Occident, et je me dis c'est peut-être notre responsabilité vraiment de mettre ça en place pour que les futures générations et même les personnes d'aujourd'hui puissent comprendre que, comme tu disais, les comtés, c'est pas Ghana, mais derrière, c'est des peuples, et ces peuples-là, ils ont des noms. Voilà. C'est important. Absolument. Absolument. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, il faut quand même toujours situer les choses. Et puis, il y a l'aspect commercial qui fait que si je parle, comme on l'a fait dernièrement, des Gurunsi, personne ne va savoir de qui je parle. Bon, il se trouve que les Gurunsi, ils sont situés dans une région qui est située entre le nord du Ghana et le sud du Burkina Faso actuel. Mais de part et d'autre de la frontière, comme toujours en Afrique. Parce que c'était pas divisé comme ça l'est. Donc il y a des peuples qui sont retrouvés sur 2, voire 3 pays, 5 pays. À cause de leur... Il y a des réalités, et puis il y a des gens qui viennent, qui tracent des trucs à la règle. Donc forcément, on a par exemple au Cameroun un nombre incalculable d'ethnies, de langues, des gens qui n'ont rien à voir ensemble, parce qu'on a toujours vécu en Afrique ensemble, sur des territoires, en étant de peuples différents. Cette notion même de pays, qui l'a imposée, qui l'a amenée, ça arrange qui ? Ça arrange qui? Ça a arrangé ceux qui se sont partagés l'Afrique. C'est pour ça qu'il fallait faire des pays, pour se partager l'Afrique. Et on a dit ça sera aux Anglais, ça sera aux Français, les Italiens, les Allemands. D'ailleurs, ce qu'ils ont appelé la dernière guerre mondiale, qui n'était qu'une guerre européenne, dans laquelle ils ont impliqué les peuples du monde, et notamment les Africains. Quel était le véritable enjeu? C'était le partage de l'Afrique. Rien d'autre. Rien d'autre. Les Allemands n'étaient pas contents du partage. Quand on voit ce qu'ils ont eu, pas grand-chose. Ils n'étaient pas contents. Ils ont déclaré la guerre aux autres peuples européens. C'était ça l'enjeu des 2 dernières guerres mondiales. Moi, je refuse de dire guerre mondiale. C'est pas ma guerre. Non, c'est une guerre européenne, c'est vrai. C'est une guerre européenne. Et ils ont inclus d'autres personnes. Voilà. Ils ont, il y a 500 ans, ils ont découvert et décidé d'exploiter l'Afrique et les Africains. Avant eux, les Arabes ont fait la même chose en imposant l'islam. Et voilà, c'est des réalités, c'est même pas un débat. C'est pas un débat. Et c'est des faits. Et les gens qui s'abritent derrière des religions, ils refusent d'emblée la réalité. Donc j'ai pas de dialogue à avoir avec eux, j'ai pas à les convaincre. Je n'ai pas envie de les convaincre. Si tu n'es pas capable de comprendre l'origine des religions, et en tant que noir, si tu es incapable de remettre ça en cause, clairement, tu ne sers à rien à la cause. Donc moi, je considère qu'on n'a rien de commun. Je ne vais pas me disputer avec les gens. C'est comme le vaccin, je vais en parler clairement. Les gens qui se vaccinent, qui n'ont pas ce recul, on n'a pas ce recul. On ne sait pas dans 5 ans ce que ça va faire. Surtout qu'on découvre de plus en plus de choses. Moi, je ne suis pas vaccinée. Les gens qui ne sont pas qui sont vaccinés et qui viennent me dire « ouais, t'es un danger », etc. Non, je leur dis non, mais j'essaye pas de les convaincre que j'ai raison.
Pourquoi? Chacun est libre. Donc les gens qui sont dans les religions, c'est pareil, vous êtes libres. Maintenant, ne venez pas vous essayer de vous organiser. Au nom de quoi? De l'islam? Bah, organisez-vous avec les pays du Maghreb. Organisez-vous avec l'Arabie Saoudite. Mais ces gens-là ne veulent pas de vous, en tant que musulmans. Quand l'Arabie Saoudite exploite son pétrole, elle ne joint pas les Sénégalais ou les Maliens parce qu'ils sont musulmans. Il faut arrêter d'être bête. Donc j'ai envie de leur dire, tournez en rond, mais pas avec moi. Heureusement qu'on est de plus en plus nombreux à se départir des idées reçues, à accepter de s'éduquer. Il faut s'éduquer. Et il faut prendre des leçons. Moi, j'ai pris des leçons de la part de mes enfants parfois, qui m'ont posé des questions, qui m'ont amené à m'interroger et à me dire, mais ouais, on peut apprendre de tout le monde, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître en la matière. Il y a des gens qui connaissent les médounétaires, qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur nos concepts de base. Il y a des gens qui vont écrire, qui vont faire des recherches. Et puis, heureusement, on a encore en Afrique des gens qui sont ancrés dans la spiritualité, des gens qui connaissent l'histoire de leur terroir, et puis il faut qu'on apprenne, qu'on ferme nos becs et qu'on apprenne. Et puis on a un devoir d'analyse et comment adapter nos concepts à la vie actuelle. C'est plus facile parce que, enfin difficile, intellectuellement, non. Ce qui peut paraître difficile, c'est d'appliquer, de mettre sa vie en cohérence avec ce qu'on sait. Ça peut paraître difficile, parce que pour beaucoup, surtout les gens qui sont nés ici, l'Afrique, ça reste quelque chose de... Je le comprends, je le conçois, surtout venant de la part des frères et des sœurs de la Caraïbe. Il y a eu un travail de lavage de cerveau dont je n'avais même pas moi-même pris toute la mesure. J'ai pris la mesure il n'y a pas très longtemps. Parce qu'à un moment, j'étais là, mais venez en Afrique. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai pris la mesure que c'est très difficile. Parce qu'il y a eu un véritable travail de lynchage de l'âme qui a été fait pendant des années, des siècles par les Français auprès des gens de la Caraïbe. Et ça se transmet de génération en génération. Et j'ignorais la mesure de ça, parce que j'ai jamais vécu ça, je ne suis pas concernée. Et c'est à force de discuter avec des gens que j'ai pris la mesure du traumatisme. Et donc pour guérir d'un traumatisme, et c'est pour ça que j'en parle, il faut l'identifier, l'accepter, libérer la parole. Il faut en parler. Donc pendant un temps aussi, j'étais un peu mécontente des gens qui parlaient sans jamais rien faire. Mais je pense qu'il y a un temps où il faut parler. Parce que c'est comme si chacun de nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait encore les mains liées. C'était dans l'âme, c'était dans le cœur, et puis on a peur. On a peur de sortir du rang, on a peur d'être taxé de ceci, de cela. On a peur de quitter ça. L'entourage. Voilà. Mais tout ça, il faut le prendre en compte. Et il faudrait qu'on soit capable de créer des structures avec des gens bénévoles, hein, parce qu'on n'a pas d'argent. Bénévoles qui donnent un peu de leur temps, un peu de leur énergie pour faire avancer cette communauté-là, internationale et transnationale. Ça s'explique très bien. Bah, surtout, l'homme noir n'a aucune place dans ce monde. Que tu sois dans la Caraïbe, tu es dominé, en Afrique, tu es dominé. L'homme noir ne peut jamais se poser en tant qu'homme responsable. Il est dominé. On est un peuple de dominés. Et quand sur un champ de bataille, les gens se battent, donc c'est ce qui s'est passé, on nous a cassé la gueule. On est un peuple qui a été vaincu grâce à la poudre à canon que eux avaient inventée et pas nous. Donc on n'a pas pu se défendre, on est tombé, mais sur un champ de bataille, qui est-ce qui tombe d'abord? Ben, c'est les guerriers, ce sont les hommes.
Et qui est-ce qui est le plus attaqué par les politiques américaines, occidentales? On attaque l'homme noir. Et l'homme noir, on a tellement attaqué l'homme noir que les phénomènes de... Je vais en parler aussi, c'est un sujet tabou, et je sais que je vais déranger beaucoup de gens, l'homosexualité. Alors l'homosexualité, hein, je le dis une fois pour toutes, voilà ma position et la position de la MAT. C'est pas moi personnellement, Sorna. Ça a toujours existé. Hein. Il y a un faux débat en Europe et ça m'a attiré beaucoup de foudre, énormément, et même de gens connus. Il y a toujours eu des homosexuels partout, en Afrique, en Europe, etc. La différence en Afrique, c'est qu'on n'a jamais dit que c'était une norme, parce que ce n'en est pas une. Ce n'est pas une norme sociétale, alors qu'on l'appelle comme on veut, déviance, peu importe. Ça existe dans le monde animal, dans le monde humain. C'est pas comme ça qu'on transmet la vie. On peut pas fonder des valeurs sociétales sur l'homosexualité. On l'admet, on l'a toujours admis en Afrique. Voilà. Ce qui a créé des inimitiés et des hostilités souvent envers les homosexuels en Afrique, et je ne parle que de l'Afrique, je ne m'engage pas pour l'Europe, c'est que justement, beaucoup de ces gens-là veulent l'imposer comme une norme. Nous, on n'en veut pas en Afrique. D'ailleurs, même les dirigeants, les leaders pourris qui bradent nos pays, même eux sont opposés. Même un Macky Sall a dit non au mariage pour tous au Sénégal. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on est. Donc moi, les afro-gays, etc., ok, ça ne me dérange pas, mais on peut pas, c'est pas conforme à la MAT. Si on veut être dans la MAT, donc on ne peut pas être kémite et gay, c'est pas possible. Parce qu'il y en a, en tout cas, il y en a. Enfin, il y en a qui se déclarent comme tels, ils inventent des concepts. La MAT est très claire à ce sujet-là. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est pour ça qu'il faut écrire les choses, les règles, et que les gens y adhèrent. Oui, et puis encore une fois, si on veut adapter les choses à un monde qui a changé depuis longtemps, encore une fois, ne pas considérer l'homosexualité comme étant une norme sociétale ne fait pas de nous des homophobes. Et c'est là où il y a un écart de langage qui est absolument insupportable. C'est insupportable. Il y a toujours eu des homosexuels en Afrique, on ne les a jamais interdits, on leur a jamais interdit d'exister, on les a jamais pointés du doigt, on les a laissés tranquilles. Ce principe de traiter d'homophobes des pays ou des gens qui refusent ça comme une norme, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Là. Oui. Et puis ça ne peut pas être imposé aux gens, quoi. Oui, ça, voilà. Et ça, c'est l'ingénierie sociale. On en revient là encore à la manipulation des populations. Et là, pour le coup, on est tous égaux, blancs et noirs, par une élite diabolique qui veut remettre l'humanité en esclavage. C'est ce qui est en train de se produire là. Et si les gens ne se réveillent pas, ça risque d'arriver. Ok, donc là la vidéo vient de se terminer. L'idée de cette vidéo là, c'était vraiment de pouvoir te montrer ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré Sorna. Alors c'était pas la première fois que je la rencontrais, j'avais déjà vu une première fois, c'était au salon Soko Fundi, organisé par Mahdi Likan, mais j'avais pas eu l'occasion de bien discuter avec elle. On s'était revu entre temps et puis finalement, je l'ai contacté et je lui ai dit, écoute Sorna, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une vidéo, que je puisse te poser des questions, qu'on parle de Kaolack Création. Et puis voilà, on se laisse porter par finalement des questions qui nous touchent. Et puis on verra ce que ça va donner. Et ça a donné ça, c'est-à-dire une conversation super intéressante, super ouverte sur pas mal de sujets. On a pu aborder des choses qui étaient vraiment quelque part, j'ai envie de dire, très importantes, hein, liées finalement à notre problématique. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est de montrer que c'est possible. Sorna, c'est une femme, c'est une maman avant tout, qui réalise ce projet Kaolack Création avec sa partenaire, donc cofondatrice Fatimata. D'accord, et c'est incroyable d'appuyer là-dessus. Moi j'appuie vraiment dessus parce que on le sait ici, c'est pas toujours évident de pouvoir s'en sortir. Non seulement en tant que kamite, mais également en tant que femme kamite.
on sait qu'il y a une réalité liée à ça. On sait qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. Et là, en fait, ça permet de donner un peu d'espoir. Alors, je sais pas si espoir c'est le bon mot, mais en tout cas, de pouvoir dire que c'est possible. Ça fait plus de 5 ans que Kaolack Création est lancé. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de prendre forme de façon incroyable. Sorna est amené à voyager au Sénégal, au Ghana et puis un peu partout sur le continent. Et là, ça nous a permis justement d'avoir un maximum d'informations, de gagner également en expérience vis-à-vis finalement son partage. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager sur cette chaîne. Donc c'est l'une des premières vidéos, finalement c'est même la première entre guillemets interview. J'aime pas une interview, je préfère dire conversation. Je pense que c'est beaucoup plus approprié. Dis-moi ce que tu en as pensé, mets en commentaire. J'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles tu as peut-être envie de poser des questions. Tu me mets tout en commentaire et puis forcément je transmettrai ça à Sorna et puis on fera peut-être d'autres vidéos. On pourra également, si ça t'a plu ce type de format, aller à la rencontre de d'autres personnes qui s'inscrivent toujours dans cette même démarche de vouloir faire les choses basées sur notre paradigme. Voilà, je suis super content, j'espère que ça t'a plu. On reste connecté et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Let's go!